Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il arrive que, après une relation amoureuse de dépendance affective, on soit dans une zone un petit peu floue où on aimerait se remettre en couple, mais on se demande si on a vraiment appris les leçons de la relation précédente et on est un peu perdu par moment. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être reçu dans les locaux de Christina Marquez. Bonjour Christina. Bonjour Quentin, Comment tu bonjour à vas? tous et à toutes. Mais je vais très bien, merci. Merci à Super. toi de m'accueillir. Et donc pour répondre à cette question, Christina, qui est experte en dépendance affective également, on est confrères et consorts, on s'est rencontrés il y a quelques années de ça, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, On va dire que c'est pas grave. on regarde pas à ça, hein, c'est pas, c'est pas important le temps qui passe. Et donc tu as des solutions à proposer par rapport à ça, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes pour les gens qui te connaissent pas et qui te Et rencontrent oui. pour la première fois? Mais oui, avec plaisir. Donc, je suis psychopraticienne spécialisée dans la dépendance affective amoureuse, parce qu'on vit de la dépendance affective dans tout type de relation. C'est Et vrai. moi, je me suis vraiment spécialisée sur les relations de couple, la relation amoureuse. Mhm. Et j'accompagne particulièrement des personnes qui sont dans le célibat et qui ont beaucoup de difficultés D'accord. à établir des relations sentimentales de qualité, des relations saines et des relations stables et durables, comme on en a envie quand on vit de la dépendance affective. Je suis arrivée là parce ouais. que moi-même, j'ai traversé cette expérience et c'est... T'es Bah pas toute oui, seule. bien sûr. Et c'est en faisant un travail sur moi qui a duré un certain temps. À un moment donné, c'est devenu une évidence pour moi que j'étais faite pour transmettre à mon tour ce que j'ai à apporter. Et voilà comment je fais ce métier depuis 2013. Ah ouais, quand même. Donc il y a beaucoup de similitudes entre ton parcours et le mien, sauf que je suis arrivé un peu plus tard. Comment toi, t'arrives à déterminer qu'une personne est sortie de la dépendance affective ou pas? Est-ce qu'il y a des capteurs, des choses que tu as mis au point comment on fait pour savoir? Parce que déjà, comment on fait pour savoir qu'on est dans une relation de dépendance affective et après dans le célibat, puisque c'est ce dont tu parlais, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on en est vraiment sorti? Parce que moi, je trouve que le célibat a quelque chose de très pernicieux, c'est que vu qu'on n'a plus le miroir de l'autre, on peut faire l'autruche super facilement sur là où on se trouve. On est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que on sort jamais complètement de la dépendance affective. On travaille sur notre dépendance affective, sur la blessure, les blessures qui sont liées à cette dépendance. Et donc, en travaillant dessus, bien évidemment, elle diminue. C'est l'objectif. Mais selon moi, jusqu'à la fin de nos jours, on va vivre de la dépendance et c'est même sain finalement. Parce que dans les relations, tu ne peux pas avoir de relation où il n'y a pas d'attachement finalement. Je te rejoins complètement. Voilà, sinon il n'y a pas de relation. La seule chose qui est nocive, à mon sens, c'est l'excès. Exactement, et c'est là-dessus qu'on va travailler et que ça a un sens, c'est de nous amener à nous connaître et puis à identifier qui on est réellement et comment est-ce qu'on peut justement, à travers ces relations, eh bien, se connaître et puis identifier quels sont nos besoins, comment pouvoir établir des relations saines avec l'autre en passant d'abord par la relation avec soi-même. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, par rapport au célibat dont tu parles, selon mon expérience, moi, je te dirais que quand on est à un degré de dépendance qui est très élevé, le célibat, moi, il m'a été indispensable dans le sens où j'avais vraiment besoin de prendre conscience que je pouvais exister par moi-même sans être dans la nécessité absolue de l'autre. Parce que la dépendance, elle a justement cette... ça nous amène vraiment à être dans une situation où on est convaincu que notre vie n'a pas de sens sans l'autre, sans la relation avec l'autre. Et on a besoin de passer par l'expérience du célibat pour découvrir que nous sommes un être à part entière, qu'on peut exister par soi-même. Est-ce que, par rapport à cette période de célibat que tu viens d'évoquer, est-ce que tu assimilerais ça à, lorsqu'une personne est sous emprise d'une drogue biochimique, la période qu'on appelle d'abstinence? Est-ce que pour toi, c'est un passage obligé quand on a un certain degré de dépendance affective, ou est-ce qu'on peut rentrer dans des relations qui finalement, donc la dépendance affective, d'après ce que tu as dit, ce qui est problématique, c'est l'excès et c'est non pas le fait que ça existe, parce que le fait que ça existe, c'est normal, on a besoin d'attachement dans nos relations humaines et amoureuses, et là-dessus, je te rejoins complètement. Donc, dans cet excès qui génère finalement des relations qu'on dit toxiques, est-ce que pour sortir de cette toxicité, la période d'abstinence est d'après toi obligatoire, nécessaire, conseillée? Ça va dépendre, j'imagine, de la personne, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette période de célibat? Est-ce que toi, tu préfères accompagner des gens qui sont dans cette zone-là, ou est-ce que ça t'arrive aussi d'accompagner des gens qui sont toujours en couple, mais de sortir de cette relation toxique tout en étant en couple? J'accompagne les deux et en fait,
Que l'on soit dans la phase de célibat ou que l'on soit en couple, cette phase d'abstinence que j'appelle moi la phase de sevrage, euh, selon moi, oui, elle est indispensable parce que c'est ce qui nous permet effectivement de taire l'agitation mentale, qu'on n'arrive pas à taire tant qu'on est dans la relation avec l'autre, puisqu'on reste tout le temps dans l'obsession de la relation avec l'autre et on n'arrive pas en fait à rentrer dans la relation avec soi et donc à se connecter à soi, à son être profond. Donc même en couple, tu peux le vivre, on peut vivre des phases temporaires ou de séparation qui vont être des séparations temporaires pour qu'on apprenne justement à se passer de l'autre et à identifier que progressivement, on se sent de mieux en mieux en étant en sa propre compagnie. Alors, quand pour tu dis revenir et puis... Quand tu dis séparation, excuse-moi, en fait, c'est pas forcément une séparation, c'est-à-dire une fin de relation. Ça peut être une séparation, parce que le mot peut faire peur pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Séparation, ça peut être, je sais pas, par exemple, aller faire une retraite d'une semaine, aller faire un week-end pour soi, ou même juste simplement 2-3 heures, si tout ça, ça nous fait trop peur. Mais commencer à rentrer dans une relation à soi, c'est ça ton conseil principal. Alors, le 2-3 heures, tu vois, ça dépend du degré de dépendance affective. Quand il y a un degré très élevé, il faut le prendre en considération. Ce que moi je prends comme thermomètre en fait pour identifier justement ce qui va faire que je suis en train de guérir cette blessure, c'est quand j'identifie qu'un laps de temps me permet justement d'aller vérifier avec moi-même que je commence à me sentir bien en étant seule, sans l'autre, et que je commence vraiment à prendre du plaisir à être en ma propre compagnie. Ok, alors ça c'est un des critères qui permet de savoir si on est dans une situation excessive ou pas de dépendance affective, donc ça c'est un critère super intéressant, merci beaucoup pour ça. À partir de là, moi j'ai une question qui me vient par rapport à la problématique qu'on a évoquée dans cette vidéo, c'est comment faire pour sortir de cette période de célibat, parce qu'il y a plein de peurs qui vont arriver. En effet, on l'a dit tout à l'heure, quand on est seul, c'est le meilleur moyen de se mentir à soi-même parce qu'on n'est pas confronté à la difficulté de la relation. Donc, plus cette période de célibat dure, plus elle s'étend, plus elle s'intensifie, plus elle prend du temps dans sa vie, et plus c'est difficile de savoir si on est prêt à en sortir. Puis il y a plein de peurs qui arrivent au moment où on rencontre une nouvelle personne. Comment on fait dans ces cas-là En fait, effectivement, le célibat peut devenir un piège. Autant ça a été un bienfait quand la vie nous invite après une rupture sentimentale à effectivement accepter cette phase de célibat où on va apprendre effectivement à se sentir bien avec soi-même. Autant ça peut devenir après une zone de confort, une certaine zone de confort dans le sens où c'est d'autres peurs qui arrivent, qui est par exemple la peur de retourner en relation et de revivre à nouveau les mêmes schémas répétitifs qu'on a vécu dans les précédentes relations. Et je te dirais que selon ma propre expérience, les personnes que j'accompagne, on n'a rien besoin de forcer. En fait, la vie nous invite tout simplement de manière assez naturelle à rencontrer des gens. Mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur de se réengager dans une relation après cette période de célibat où finalement elles se sont reconstruites, elles se sont restructurées, elles se sentent mieux, plus apaisées et c'est ces personnes-là qui ont peur de se relancer par peur de recommencer une relation de dépendance affective et de retourner dans l'enfer de leur relation précédente. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil ou comme perspective à ces personnes-là? Déjà, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles ont peur. Et souvent, elles ne sont pas conscientes qu'elles ont peur. Moi-même, je suis passée par cette phase. Et au bout de 3 ans de célibat, avec du recul, après, je l'ai identifié, mais sur le moment, je ne l'ai pas identifié. La vie me présentait l'opportunité de rencontrer à nouveau des hommes et de rentrer à nouveau en relation. Et je me suis bien fait croire que je n'en avais plus besoin. Parce que je n'avais pas envie d'aller toucher mes peurs, qui étaient celles de recommencer le même schéma que j'avais vécu dans mes précédentes relations. Donc déjà, il est nécessaire d'en prendre conscience. Et on ne force pas les choses. À un moment donné, on en prend conscience quand on est prêt. Donc selon moi, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il y a la conscience qui arrive au moment où on est prêt. Et quand on réalise qu'il y a un schéma qui se répète ou il y a plusieurs personnes là qui essaient de rentrer en relation avec moi et je me fais bien croire que je n'en ai pas besoin. C'est qu'à ce moment-là, oui, j'ai besoin de me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que j'attire le jeu, il est à titre d'exemple. C'est pas toi en tant qu'individu. Oui, c'est pas moi, mais c'était pas ton expérience personnelle. Mais pas que moi, mais avec les personnes que j'accompagne aussi, je le constate. C'est un peu le genre d'expérience qui va nous permettre d'identifier qu'on est justement dans la crainte de revivre ce qui s'est passé. Et quand on a une peur,
on est dans nos limites. Oui. Donc, soit on est prêt à aller l'affronter, la peur, soit on reste dans nos limites, et tant qu'on reste dans nos limites, rien ne bouge. Mais là aussi, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Selon moi, on traverse ça quand on est prêt à le traverser. Donc, on sort de nos limites quand on se sent prêt à le faire. Sauf que parfois, dans la relation de dépendance affective, quand elle a été excessive, on a perdu un peu ses repères, on a perdu une partie de sa personnalité, sa façon de penser. On s'est vraiment perdu. Ça peut arriver qu'on se perde dans une relation comme ça. Oui. On se reconstruit dans le célibat et à partir de là, il peut en effet se poser la question, mais comment sortir? Est-ce que tu conseilles d'être accompagné? Est-ce que ça peut se faire tout seul? L'idée, c'est juste d'accepter ses peurs, comme tu viens de les décrire, ou alors de travailler dessus en étant accompagné par quelqu'un? C'est quoi ce que tu conseillerais? On peut faire les deux. En fait, moi, je crois que quand on se fait accompagner, quand on se sent prêt à se faire accompagner. C'est encore une chose, c'est encore la même chose que ce que je disais précédemment, c'est rien ne doit être forcé. Ok. Donc, en fait, quand on en a marre d'en être à un certain stade, c'est là où, en fait, on va être de manière naturelle... Prêt à bouger. Prêt à bouger, exactement. Ouais, j'ai constaté la même chose. Voilà, c'est comme si on avait besoin de répéter jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et c'est là où on va chercher... On va déjà commencer par se poser des questions. Et quand on se pose les bonnes questions, les réponses viennent à nous à travers une amie qui va te parler, par exemple, d'une conférence d'une certaine personne, un livre qui va te tomber devant et le titre va t'inspirer, tu as envie de le lire. Voilà. Ouais, je vois bien, ouais. Tu vois, mais selon moi, on ne peut pas forcer les choses. Alors oui, après, une fois qu'on est prêt, l'accompagnement peut aider énormément à gagner beaucoup de temps. Ouais. Et, ça accélère le processus, en fait. Mais ça ne résout pas le problème à la place. Ça accélère le processus. Ben, en fait, ça accélère le processus si la personne, elle est réceptive. Tout à fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour accepter d'être accompagné, encore faut-il déjà avoir envie de faire la démarche, effectivement. Et en général, quand la personne est prête à faire la démarche, elle a déjà une certaine ouverture d'esprit qui fait qu'elle est prête à poser des actions. Et c'est indispensable parce que le thérapeute peut accompagner mais ne peut pas poser des actions à la place de la personne. Là-dessus, je peux que être d'accord avec ça. Est-ce que tu déterminerais qu'il y a quand même des pièges au célibat quand on arrive finalement à se détacher de la relation de dépendance affective et qu'on se trouve dans son petit cocon? Quels sont les pièges ou éventuellement si tu as des indicateurs après toutes les personnes que tu as accompagnées, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, est-ce qu'il y a selon toi quelques indicateurs qui permettent de dire peut-être que là, il serait temps d'envisager de sortir de sa petite bulle protectrice là. Est-ce qu'il y a des capteurs qui, d'après toi, qui montrent que peut-être c'est un peu excessif dans le célibat du coup à ce moment-là, où on rentre dans les pièges du célibat? J'ai envie de t'en donner un qui est assez fréquent. Ouais. C'est quand on se dit qu'on est très bien dans son célibat. Et je te donne un exemple concret que je vis très souvent dans mes activités, quand j'anime des conférences, des ateliers. Et des personnes qui vraiment sont convaincues que ça y est, elles sont en plein dans leur guérison, elles sont même guéries. Et elles viennent me voir à la fin en me disant « C'est dommage que c'est déjà fini, j'ai aucune envie de rentrer chez moi tout seul. » Alors que pendant tout l'atelier, toute la conférence, elles n'ont cessé de dire qu'elles étaient très bien dans leur célibat. Oui, ça tu vois comment on peut se faire croire qu'on est très bien dans notre situation et en réalité, non, on n'est pas si bien que ça. Donc c'est inconfortable. Donc un des capteurs, ce serait par exemple d'aller à une de tes conférences et de te faire cette réflexion-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient plus de l'ordre du quotidien? Oui, mais si la vie te présente, si la vie te met de manière récurrente face à l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, c'est un message. La vie est en train de te dire qu'il y a une partie en toi qui finalement a envie aussi de rentrer en relation, mais pourquoi tu ne rentres pas en relation? Sinon, tu n'attirerais pas ce genre de situation. Des fois, j'ai pu observer, par rapport à ce que tu viens de dire, sur ce genre de situation qu'on attire, il y a des forces un petit peu opposées qui s'expriment chez une personne. À la fois donc, cette possibilité d'ouverture et d'opportunité, et en même temps une forme d'aigreur ou de colère ou de rancœur qui est toujours présente.
liées à la souffrance de l'ancienne relation qui n'est pas forcément digérée. Donc, je sais pas, pour moi, un des critères, par exemple, qui permettrait de dire est-ce que ce serait peut-être pas le temps de se mettre en mouvement, c'est de constater cette aigreur, déjà. Oui. Si elle est là, c'est qu'il y a encore, en effet, quelque chose à venir... Absolument. On n'est pas dans l'amour, en fait, à ce moment-là. Non. On est dans la peur, peut-être. Exactement. On est dans la peur, ce que moi j'appelle l'ego. L'ego te met dans la peur. Et on ne peut pas être effectivement centré, on ne peut pas être dans le cœur, et donc on ne peut pas être ouvert à aller vivre cette nouvelle expérience qui a quelque chose à nous apprendre, qui a surtout à nous apprendre à ouvrir notre cœur et à aimer, à s'aimer soi et à rentrer dans la relation avec l'autre pour apprendre rentrer dans une autre forme de relation à soi. Oui, à donner et à recevoir de l'amour, finalement. Parce que moi, j'ai la sensation parfois dans le célibat que on est enfermé dans ses propres biais cognitifs, dans ses propres limites de pensée, limites de perception, et que même si le couple bouscule parfois, ou la présence de l'autre vient nous perturber, c'est cette perturbation qui va nous permettre parfois de nous mettre en mouvement. Je crois qu'il n'y a rien de plus facile que de se mentir à soi-même quand on est célibataire, et en plus d'entretenir une aigreur auto-alimentée par l'entourage qui a vécu aussi des relations désagréables. Et là, à ce moment-là, il y a un phénomène de groupe qui commence à poser problème. Et ce phénomène de groupe, moi, me fait penser à un des autres pièges du célibat, c'est parfois de s'enfermer dans une vision solitaire des choses. C'est-à-dire qu'on est la seule à avoir souffert comme ça, et donc du coup on n'ose pas sortir parce qu'on se dit si je sors de ce célibat et que je retourne en relation avec quelqu'un, en fait je vais me retrouver de nouveau seul en couple, parce que cette solitude du couple est un des symptômes de dépendance affective. Oui, absolument. Et c'est même une des pires souffrances, d'être en couple et puis de se sentir seul, bien évidemment. Mais tout ça nous ramène à nous, parce que l'autre n'est qu'une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est très intéressant. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans le célibat que vraiment on a résolu la question, qu'on a résolu la problématique. Et c'est justement ce qui fait que, c'est souvent en retournant dans la relation qu'on peut prendre conscience qu'on n'a pas résolu la problématique, justement, et qu'il est intéressant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pas l'autre la cause. Par rapport à ça, alors c'est pas l'autre la cause, je ne peux que te rejoindre là-dessus, mais par rapport à ça, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu proposes, c'est sortir de cette solitude, mais aussi de cette solitude et de cette limite de pensée qu'on a soi-même. Et quand on a envie de retourner en relation, mais qu'on a un peu peur, des fois, le fait de travailler en groupe avec d'autres personnes qui sont dans la même problématique peut aider à sortir de cette dynamique qu'on a créée seul dans son célibat et rentrer dans une dynamique de groupe, mais de groupe pour pouvoir avoir le courage d'être seul face à certaines expériences personnelles dans sa vie. Et ce soutien extérieur, en fait, c'est quelque chose que tu proposes. Exactement. J'anime des groupes de parole et de soutien. Pour moi, c'est important que dans le groupe de parole, il puisse y avoir la possibilité d'avoir une guidance quand la personne en ressent le besoin, qu'elle la demande. Et c'est ce que j'apporte dans ces groupes-là. Moi-même, je suis passée par cette case où j'ai participé à des groupes de parole, et il n'y avait pas en fait ce soutien, cette guidance qui, selon moi, est indispensable. Et effectivement, le fait d'être en groupe fait que souvent, on se retrouve dans le partage de l'autre. Et on sort effectivement de cet isolement où on se croit seul au monde à vivre ça. Et du coup, ça permet de relativiser c'est un énorme réconfort. Déjà. J'imagine que ça doit permettre de relativiser cette peur qu'on a de retourner dans une relation de dépendance affective, parce qu'on voit que finalement, d'autres personnes qui retournent en relation ont des problématiques similaires qui s'expriment. Exact. Et j'imagine, mais en tout cas, c'est toi qui peux le plus en parler, parce que c'est toi qui anime ces groupes, j'imagine que le fait de ne pas se sentir seul dans une problématique, de pouvoir échanger dessus avec des points de vue différents, permet soi-même de grandir dans son propre point de vue par rapport à ça. Tout à fait. Ces groupes servent vraiment à ça. Et je le constate dans chaque séance que j'anime, à quel point justement chacun se retrouve quasiment toujours dans les partages. Ouais, exactement. Ouais, et à quel point ça peut nourrir l'autre, puis l'amener justement à trouver ce réconfort qu'il ne peut pas trouver dans la relation, justement, parce que le partenaire, il n'est pas là pour guérir la personne, tu vois. Tout à fait. Et justement, avec... et ce partage et la guidance que je peux apporter avec mon expérience, souvent la personne repart de ces séances-là avec un apaisement, une paix en elle et des outils pour pouvoir justement
aller de l'avant dans la relation. À propos des outils, on va en parler dans un instant, mais par rapport à ces groupes-là, je vais mettre un lien sous la vidéo. Vous pourrez donc accéder aux inscriptions au groupe de Christina. Par rapport aux outils, tu proposes aussi autre chose en complément de ces groupes-là. C'est des ateliers de travail où là, il y a une thématique orientée. Comment ça se présente ? Sur vraiment la dépendance affective, je fais des ateliers en ligne aujourd'hui avec l'actualité qui se passe. J'ai décidé de créer les ateliers que je faisais en présentiel. Je les fais aujourd'hui en ligne. En ligne, Et c'est des ateliers il y a des personnes, souvent, au départ, elles hésitent à s'inscrire parce que il n'y a pas la même dimension qu'on a en présentiel. Et pourtant, elles sont vraiment agréablement surprises de constater que l'atelier, il est aussi efficace qu'il l'a été en présentiel, puisque j'ai des personnes qui ont assisté aux ateliers en présentiel et qui l'ont refait en ligne. Parce que le programme, c'est le même. C'est juste qu'on n'est pas en présence des personnes. Mais en fait, la technique aujourd'hui, elle est tellement bien faite que je peux même amener les personnes à travailler en binôme. Et ça se fait dans une salle, tu vois. C'est génial. Donc, c'est des ateliers dans lesquels tu peux faire exactement le même travail qu'on fait en présentiel. Et j'utilise exactement le même programme que j'utilisais en présentiel. Voilà. C'est super. Donc, si je comprends bien, il y a les groupes de parole où là, on peut sortir de sa solitude et de cette sensation d'être le seul ou la seule personne au monde à souffrir de ces problèmes-là. Et donc là, ça permet d'apaiser un petit peu cette sensation de solitude. Et puis derrière, si on reste perdu malgré ce groupe de parole, pour guider encore plus loin, il y a ces... là, il y a un travail qui est vraiment fait en profondeur au niveau des ateliers, avec vraiment des exercices concrets qui te permettent de faire des décodages par rapport à ce que tu vis comme problématique dans tout genre de situation qui est déstabilisante, qui est souffrante, et qui te permet justement d'aller identifier qu'est-ce qui est bon pour toi et comment tu peux mettre des actions en place pour justement répondre à tes besoins et t'accomplir et t'apaiser. En fait, c'est ça qui me plaît énormément dans ce que tu proposes, c'est que c'est toujours respectueux du besoin de la personne. C'est pas toi qui détermine quel est le besoin de la personne, c'est pas toi qui donne des outils magiques, des coups de baguette magiques, c'est tu donnes des outils pour permettre aux personnes de se rendre autonomes selon leurs propres besoins, selon leur propre dynamique relationnelle et selon finalement leur résonance personnelle de ce qui va se passer dans leur couple. Toujours. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet à la personne d'aller de plus en plus vers une forme d'autonomie dans la gestion de la relation de couple. Exact. D'ailleurs, dans mes ateliers, elles repartent avec un cahier. Les exercices qu'on fait dans l'atelier, elles repartent avec ce cahier. Et elles peuvent utiliser ces exercices à tout moment, avec n'importe quelle situation qui est inconfortable, et reprendre justement les exercices, parce qu'il y a vraiment un fil conducteur pour arriver aux réponses qui souvent sont dissimulées par l'ego qui n'a pas envie qu'on découvre ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qui effectivement les rend autonomes. Elles n'ont pas besoin de moi après. Moi, ce que je trouve ça fantastique, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste... c'est un accompagnement de plusieurs personnes, mais ça reste personnalisé sur la dynamique et les besoins de chacun. C'est ça. Et en fait, le groupe, tu l'utilises principalement pour créer de la connivence, pour créer quelque chose de fort, en fait. Oui, et encore une fois, comme dans les groupes de parole, dans les ateliers, je remarque à chaque fois que le groupe qui est là, il y a une connexion qui se fait parfois entre certaines personnes ou parfois dans l'ensemble du groupe. C'est magique en fait. C'est comme la lumière, c'est magique. Ça s'allume et ça s'éteint, c'est pas grave. Depuis que je les anime, depuis 2013, ces groupes-là, à chaque fois, c'est incroyable de réaliser que c'est le groupe parfait. Et dans le sens où vraiment les partages qu'ils font, quand je crée les binômes qui travaillent entre eux, il n'y a pas de hasard, ils se retrouvent l'un et l'autre et ils s'apportent un complément qui les amène justement à trouver les réponses. Et c'est ce que je vis à chaque fois dans mes ateliers. C'est fantastique. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à ces ateliers, pour pouvoir vous inscrire à ces groupes de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit peu de lumière qui clignote. Ça veut dire qu'il y a la batterie de mon éclairage qui est en train d'arriver à plat. Donc ça veut dire que c'est le moment de terminer ce moment entre nous.
Merci énormément, Christina, pour toutes ces lumières, pour tout ce que tu fais, pour tout cet accompagnement que tu proposes, qui est à la fois qui allie la puissance du groupe avec la personnalisation de l'accompagnement. Je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec toi et merci encore pour tout ton travail. Merci à toi, Quentin. Merci. À très bientôt. Eh bien, avec grand plaisir, quand tu veux. Merci. Salut. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, j'ai créé spécialement pour vous une séquence de 5 vidéos qui va vous permettre d'accéder aux fondamentaux du développement personnel pour pouvoir enfin reprendre les rênes de votre vie. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur l'image ou alors dans la description. C'est gratuit, c'est immédiat. Cliquez et transformez chaque étape de votre vie en une opportunité pour grandir.